Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et comme je vous l'avais promis la semaine dernière, après mon haul du mois de février, nous passons à mon bilan lecture du mois de février. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez qu'en février, j'ai reçu 30 livres. Ma palle en PLS. Pour rappel, 30 livres reçus pour un mois qui ne compte que 28 jours. On est sur un bon bail là. Donc la semaine dernière, je vous avais montré tout ce que j'avais reçu, que ce soit SP, cadeaux, achats, etc. etc. Et j'étais passée assez rapidement sur les livres que j'avais déjà lus dans cette petite pile. Mais aujourd'hui, je vais revenir beaucoup plus en détail sur toutes mes lectures du mois de février. Et j'ai pas mal lu quand même, sachant que là, je vous tourne la vidéo, on n'est pas tout à fait fin février. Il nous reste encore, je crois, 2 jours pour finir le mois. Oui, je ne sais même plus quel jour on est. Je suis totalement déconnectée, mais en gros... dans les 2 jours qui restent, je sais que je ne finirai pas le livre que je suis en train de lire parce que c'est un gros pavé, vous verrez. Et je vais considérer qu'on va s'arrêter là pour les lectures de février. Mais j'ai quand même pas mal lu puisque j'ai lu 21 livres en comptant celui que je suis en train de lire du coup. Donc ça va en fait, quand tu équilibres au final... Non, ça va pas du tout parce que ça reste énorme d'avoir reçu 30 livres en février. Mais bref, c'est pas le sujet, enchaînons. Et passons donc à mon bilan lecture du mois de février. Ça fait 4 fois que je le dis, je pense que vous avez compris pourquoi vous êtes là. Petit intermède aussi, je filme cette vidéo un jour où il y a énormément de vent à Lyon. Et je découvre à cette occasion que ma voisine a un carillon sur sa fenêtre, que je n'avais jamais entendu, parce que d'habitude quand il n'y a pas de vent, le truc il est silencieux. Sauf que là, avec le vent qu'il y a, je n'entends que ça. Donc c'est sympa, j'espère que vous l'entendrez pas. C'est possible que des fois je sois un peu déconcentrée, en mode... C'est possible que ça parasite mon attention. Excusez-moi. Voilà, c'était vraiment l'anecdote inutile. Reprenons. J'ai commencé le mois de février en en terminant de lire A Dark Inheritance que j'avais commencé fin janvier. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, j'avais évidemment craqué sur la couverture que je trouve vraiment jolie et très attractive. Elle promet un truc un peu sombre, mais en même temps, il y a un côté un peu rétro parce que ça se passe dans les années 1900. Je crois que c'est juste après la Première Guerre mondiale. Et en fait, je trouve que la couverture reflète assez bien ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bref, j'étais très impatiente de le lire et effectivement, ça a été une très bonne lecture. C'est l'histoire d'un jeune garçon dont j'ai déjà oublié le prénom, vous avez l'habitude, qui en fait a perdu ses frères, ses 3 frères aînés, toujours au même âge. Le jour de leurs 18 ans, en fait, il leur est arrivé un terrible accident. Alors, c'est assez glauque, hein. Le premier s'est empalé sur la clôture de leur villa. Le deuxième, il a eu un accident de voiture bien trash, il est passé à travers le pare-brise. Et le troisième, je crois que c'est un accident de cheval, enfin bref. Et c'est toujours le jour de leur anniversaire, genre au moment exact où ils sont censés avoir 18 ans. À la minute près le truc. Donc une première fois tu te dis putain c'est pas de chance. La deuxième fois tu te dis c'est quand même chelou. La troisième tu te dis non mais c'est mort, il y a un truc. Et là on arrive au moment où notre protagoniste va bientôt fêter ses 18 ans et il commence à se poser des questions et surtout il commence à flipper un peu, tu vois le gars. D'autant plus qu'à peu près au même moment, son père qui était parti donc dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale revient de l'hôpital de campagne où il était et il découvre que son père il est dans un état lamentable, au-delà même de ses blessures de guerre. Il est un peu bizarre, il y a des choses très étranges qui se passent et en fait il va essayer de comprendre pourquoi, comment, l'histoire de sa famille, l'histoire de son père, pourquoi ses frères sont morts, est-ce qu'il est le prochain et surtout est-ce qu'il peut empêcher ça. Ça va l'emmener beaucoup plus loin que prévu, il y a une histoire de magie mais il y a aussi une histoire de société secrète, c'est hyper bien fait franchement. Le roman est un peu lent à démarrer peut-être, mais une fois qu'on est lancé, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très efficace et que ça changeait de ce qu'on voyait habituellement, donc franchement c'était une bonne lecture. Ah bah voilà autre chose. On dirait un camion qui annonce les cirques, vous savez. Ou alors un camion de glace dans les films américains. Ou quelqu'un qui joue de la cornemuse. Oui, les possibilités pour expliquer l'origine de ce son sont très variées, je vous l'accorde. Non, définitivement de la cornemuse. C'est sympa, hein. Je sais pas si vous entendez, mais c'est assez sympa. Par contre, est-ce que je pourrais me concentrer sur ma vidéo, s'il vous plaît? Du coup, je sais pas si vous entendez. Écoutez, si vous entendez, ça vous fera un petit bruit de fond sympa. Si vous entendez pas, tant mieux pour vous, mais moi, ça me déconcentre. On enchaîne. Concentre-toi, Marie. Ma deuxième lecture du mois de février, ça a été évidemment Inheritance Game 3 que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je vous ai déjà parlé de cette série en long, en large et en travers. C'est toujours l'histoire d'Avery qui était une fille plus ou moins normale avec quelques petits soucis d'argent, mais de vous à moi qui n'en a pas dans cette économie un petit peu troublée. Sauf que la vie d'Avery bascule totalement le jour où un multimillionnaire qu'elle ne connaît pas lui lègue toute sa fortune en clamsant et que pour toucher cet héritage, elle doit passer 1 an dans le manoir familial avec les héritiers déchus de ce fameux multimillionnaire. Rappelez-vous, c'est des énigmes, c'est une enquête de ouf, c'est hyper addictif, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un triangle amoureux qui est pas toujours très pertinent mais qui est néanmoins très accrocheur. Et surtout, en fait, c'est hyper intelligent de voir comment
tout s'emboîte. Et j'étais particulièrement happée dans ce 3e tome parce que t'as enfin des réponses. Dans les tomes d'avant, en fait, t'avais des réponses. Et derrière les réponses, tout de suite, il y avait une nouvelle question qui sortait. Donc t'étais en mode, oui, mais nous n'avancerons jamais à ce rythme-là. Et là, on avance enfin, forcément, puisque c'est le 3e et dernier tome, mais on avance enfin, on a la résolution de tout, on a le dénouement, et franchement, j'ai trouvé ça très très bien fait, et encore une fois, très accrocheur. À savoir aussi, et c'est suffisamment rare pour être souligné, que ce 3e tome m'a fait retourner ma veste parce que j'ai totalement changé de crush dans ce roman. C'est dingue quand même, hein. Mais c'est très très fort, et comme je vous disais, c'est assez rare, donc respect. Je sais qu'il y a des retours parfois assez mitigés sur cette saga, j'ai l'impression que c'est soit ça passe, soit ça casse, mais moi je trouve qu'elle est vraiment vraiment bien construite et surtout très très addictive avec vraiment, si vous aimez le côté mystère et plein d'enquêtes et plein d'énigmes, bah franchement foncez parce que c'est trop bien. Et en plus je sais que j'en rajoute encore une couche avec ma superficialité, mais la couverture est vraiment belle. Après ça, et pour rester sensiblement dans la même ambiance, même si celui-ci est un petit peu plus profond parce qu'il aborde des sujets quand même très importants, j'ai lu As de pique aux éditions de Saxus. Et là, c'est l'histoire de 2 étudiants dans une académie un petit peu élitiste. C'est les 2 seuls étudiants noirs et comme par hasard, ce sont les 2 seuls qui sont visés par une espèce de personnes anonymes qui balancent plein de rumeurs, qui balancent plein de secrets qu'il n'est pas censé savoir et qui met bien évidemment nos 2 protagonistes en danger, notamment pour la suite de leurs études. Mais pas que. Et du coup, ils vont un peu s'allier contraints et forcés pour essayer de comprendre pourquoi c'est eux les cibles et qui fait ça et comment et pourquoi, etc. Pareil, là, on va très vite tomber sur un complot d'une ampleur assez importante. C'est assez glaçant, c'est très très touchant et surtout, c'est un roman important. Certains l'ont comparé à un film que je n'ai pas vu, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, mais je sais pas pourquoi du coup je rajoute une couche sur le fait que je me souviens toujours pas comment s'appelle ce film. Get Out, quelque chose comme ça, je crois. Enfin bref. En tout cas, ceux qui avaient vu le film ont vu venir le plot twist. Moi, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était ce film, donc le plot twist, il m'est arrivé dessus d'une force incroyable. C'était vraiment très très bien et j'ai trouvé ça très bien écrit. Je me suis beaucoup attachée au personnage et encore une fois, c'est un roman important avec de la diversité, avec de la représentation et this is very important too. Super accent anglais, n'est-ce pas? On continue et j'ai lu Danse avec moi qui m'a été envoyé par les éditions PKJ. J'avais trop hâte de le découvrir puisque j'avais déjà beaucoup aimé le précédent de l'auteur qui s'appelait Sois beau et tais-toi. Du coup, j'étais curieuse de voir si j'accrochais autant à cette histoire. Résultat, je crois que j'ai encore plus aimé celui-ci. Tout simplement parce que je me suis beaucoup plus attachée au personnage, notamment à Arsalan qui est le protagoniste. Arsalan, il a 17 ans et il vit avec son arrière-grand-père qu'il a élevé en fait depuis que sa maman est morte. Et même avant, ils étaient quand même très très proches. Et du coup, il est un petit peu en décalage avec le reste de ses camarades puisque il est un peu vieux jeu, il a des manières un peu désuètes, etc. Donc il est vraiment dans le mood arrière-grand-père, tu vois. Et lui, ça le gêne pas trop, sauf qu'en fait, juste avant de mourir, sa maman lui a fait passer un message. Elle lui a fait promettre d'être heureux et surtout de trouver l'amour. Et lui, comme il voit qu'il n'y arrive pas tout seul, il se dit, c'est pas grave, je vais demander de l'aide. Et il va voir la marieuse, enfin, la belle-fille de la marieuse de sa communauté. Et il lui dit, est-ce que tu peux essayer de convaincre ta belle-mère de me trouver une femme? Ce qui est une solution comme une autre pour accéder aux dernières volontés de sa mère. Sauf que la dite belle-fille qui s'appelle Biniche, elle va pas tout à fait voir ça comme ça et elle va lui dire si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides et que tu participes à un concours de danse avec moi. Ça, c'est le pitch de base. Il y a plein de choses qui viennent se rajouter à ça. Il y a des histoires de famille, il y a bien sûr une petite romance, il y a de l'amitié, il y a cette trope de found family qui est vraiment très très bien faite et c'est un roman extrêmement touchant, mais aussi très très beau, très drôle parce qu'il y a des situations quand même assez cocasses et le caractère en fait du protagoniste fait que certaines scènes sont absolument géniales. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai continué avec une petite romance MM qui s'appelle Royal Bodyguard qui m'a été envoyée par les autrices qui s'appellent Aimé Lou. Enfin, c'est deux sœurs qui écrivent ensemble, je ne sais plus comment elles s'appellent du coup. Ah bah Aimé et Lou, oui ça paraît logique, Marie, Aimé Lou. Bref, c'est l'histoire de Léonard qui est prince d'un petit royaume. Et Léonard il vient d'avoir un accident de voiture, enfin il a eu un accident de voiture qui lui a fait oublier les 2 ou 3 dernières années. Donc il revient au palais un peu en mode ok, c'est pas grave, on reprend ses marques, etc. Et il trouve qu'il est quand même très troublé par un de ses gardes du corps qui s'appelle Nine. Et il se dit, bon, why not, hein. Mais il essaie quand même de passer à autre chose, tu vois. Il se dit, non, mon attirance pour mon garde du corps ne doit pas se montrer, bla, je suis un prince, bla, 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 tu connais. Sauf que ce qu'il sait pas, et ce que nous on apprend parce qu'on suit aussi le point de vue de Nine, c'est qu'ils étaient en relation tous les deux, une relation bien évidemment interdite et cachée. Et du coup, c'est trop dur mais en même temps trop intéressant de voir le point de vue de Nine qui lui se rappelle absolument tout sur leur relation et qui voit le prince qu'il a oublié et qui essaye de le fuir en fait actuellement parce qu'il essaye de repousser ses sentiments. C'est trop beau, c'est des situations vraiment, tu sais, avec la tension de ouf.
C'est très bien écrit et il y a ce côté royauté du coup parce que c'est le prince héritier, etc. Qui apporte un vrai plus à l'histoire, une sorte de profondeur que j'ai trouvé vraiment chouette. Et bien sûr la romance est vraiment cool. C'est un peu smutty, voilà, il y a quelques scènes par-ci par-là, mais c'était surtout une romance très très mignonne que je recommande. Toujours en romance, j'ai lu Love Forever d'Alfred Henry. Alors là, c'est l'intégrale du coup des 2 tomes Love Deal et Love Play. Et moi, j'ai lu les 2, je les ai séparés, mais je vais vous en parler en un seul coup parce que bon, ça ne sert à rien de faire des blabla et des ronds de jambes. Et j'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé. Donc dans le premier tome, on suit Eren et Poppy et c'est un fake dating. Mais un fake dating, les gars, de qualité, mais vraiment extrême. Il y a quelques clichés, bien sûr, mais les personnages sont vraiment attachants et j'ai beaucoup aimé la relation qui se dessine entre les protagonistes. Vraiment, coup de cœur. Et le deuxième tome, du coup, c'est sur la meilleure amie de Poppy qui s'appelle Johanna et le meilleur ami d'Eren qui s'appelle Ryan. Et pareil, leur histoire était vraiment très très belle. C'est une relation un peu je t'aime, je te hais et je sais pas, ça fait du bien, ça change un peu. Ça a brisé quelques clichés quand même dans cette deuxième partie. Il y en avait toujours d'autres qui sont quand même assez classiques en romance. J'ai un petit peu moins accroché, je pense, au caractère des personnages, mais c'était quand même très très mignon. Et par contre, les gars, c'est extra smutty quand même, je précise. Il y a beaucoup de smut. Ça, je l'attendais pas forcément, mais même ça n'a pas réussi à me refroidir dans mon amour pour cette saga. Enfin, cette duologie, enfin, ces romans, je ne sais pas comment vous voulez dire, mais en tout cas, j'ai adoré. Et comme je vous disais dans ma dernière vidéo, ça confirme mon amour pour cette autrice. J'ai trop hâte de lire d'autres romans d'elle. J'ai vu qu'elle en avait sorti un là à l'automne dernier, je crois, qui s'appelle Troublemaker ou quelque chose comme ça. Et j'avais trop envie de le lire, mais j'ai peur que ce soit un peu dark pour moi, parce que je commence à lire de la romance, donc on va y aller mollo. Et là, il y a une histoire quand même de tueur à gages et tout, et j'ai un peu peur que... j'ai peur que ça me fasse peur. Je suis quand même une chose fragile au fond, on dirait pas comme ça, mais... Tout ça pour dire que si vous avez lu le dernier roman d'Alfred Henry, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je pense que je vais me procurer son prochain qui sort cet été, non, peut-être bien là, dans les prochains mois, et qui s'appelle Mad Love. J'ai trop hâte de le lire. Après ça, j'ai continué avec une petite romance, mais cette fois-ci à tendance dystopique. On dirait quand tu parles des crèmes, tu sais, pour les peaux à tendance atopique. Non, là, c'est une romance à tendance dystopique. C'est différent, on est sur 2 ambiances pas tout à fait similaires quand même. En tout cas, j'ai lu The Perfect Match et comme je vous disais, c'est une romance qui prend place dans un univers un peu dystopique. En fait, dans notre futur, on a mis au point une sorte d'application qui te permet de savoir quel est ton taux de compatibilité avec telle personne. Et ça te permet du coup de savoir si cette personne est ton âme sœur ou si vous n'êtes pas du tout fait l'un pour l'autre. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'être ensemble et surtout pas de vous marier, de faire des enfants, etc. Et là, on suit Elliot qui, elle, est amoureuse de son meilleur ami depuis très très longtemps. Ils sont en couple en secret, blablabla. Quand ils atteignent l'âge qu'il faut, ils vont passer le test et en fait, ils apprennent qu'ils sont pas du tout compatibles. Et pire que ça, que Elliot est presque compatible à 100%, ce qui est très très rare, avec le frère de son petit copain. C'est pas facile quand même comme révélation, d'autant plus qu'ils vont quand même être forcés de se marier. Ils vont être beaucoup surveillés parce qu'ils ont un taux de comptabilité. Ça y est, je recommence à confondre les mots. Compatibilité. Bref, eux, ils ont un taux de compatibilité. Je dirais que je suis née. Un taux de compatibilité très très élevé et du coup ça fait un peu d'eux les stars. Enfin bref, ils sont surveillés en permanence. Ils vont faire semblant de s'apprécier et puis bien sûr au fil des pages, ça va se transformer un petit peu en enemies to lover avec du fake dating. Donc franchement, les tropes sont là. L'univers est vraiment bien pensé. Le concept est original. Ça me fait penser à ces dystopies qu'on avait lues il y a plusieurs années, après Hunger Games, Le Labyrinthe, etc. Il y avait plein de dystopies différentes qui étaient apparues, et je me souviens qu'il y en avait plein qui traitaient de l'amour. Il y en a une qui s'appelait Delirium, je crois. Et c'était un peu le même concept en fait, on s'était rendu compte que l'amour faisait faire des choses absolument absurdes aux gens, ce qui est pas totalement faux. Et du coup on avait mis au point quelque chose pour contrôler les sentiments, je crois qu'on ne ressentait plus d'amour ou je ne sais pas quoi, enfin bref. C'est un peu la même ambiance. Parce que du coup, ça pose la question de la sincérité, de est-ce que le fait que tu sois compatible scientifiquement avec une personne fait que tu vas avoir des atomes crochus avec elle ou pas. Enfin bref, il y a ce côté prédestination qui est quand même très très bien exploité. Après, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo et comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai un chouille moins accroché au rythme et au style d'écriture de l'histoire. Mais je pense et je comprends tout à fait pourquoi ça plaît aux gens parce que je vois beaucoup de bons retours sur Insta. Et peut-être aussi que si je l'avais lu en étant plus jeune, j'aurais plus apprécié, mais en tout cas, ça reste quand même une lecture assez sympa. Ensuite, grâce à Valentine des éditions Nathan, j'ai pu lire en avant-première Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Donc pareil, je vous mettrai son pseudo Instagram dans la barre de description. Et ça, c'est son premier roman qui sortira donc début juin, le 1er juin aux éditions Nathan. Prenons un moment déjà pour admirer cette couverture.
C'est un contemporain qui va, je pense, illuminer votre été. Franchement, moi je l'ai lu en plein milieu de la grisaille de février et ça m'a fait trop du bien parce que j'ai eu l'impression de partir un petit peu en vacances aux côtés des personnages. C'est l'histoire de 5 amis qui finissent leurs années prépa, donc ils ont réussi leur concours, ils vont partir un petit peu aux 4 coins de la France et avant ça, ils voudraient faire un dernier road trip ensemble pour solidifier leur amitié et s'assurer qu'elle va tenir la route. Tenir la route, le road trip, t'as compris? On est sur un jeu de mots de qualité. Sauf que tout ne va pas se passer totalement comme prévu puisque le premier jour, ils viennent à peine de partir, leur voiture tombe en panne, ils sont obligés de demander de l'aide à l'oncle de Luc, un des membres de la petite bande, qui accepte du coup de leur prêter sa camionnette à condition qu'ils l'emmènent avec eux. Ils vont aller se réfugier dans la maison des grands-parents de Luc qui sont partis en vacances, donc c'est au fin fond de la Bretagne. En plus, l'oncle de Luc se balade toujours avec sa poule, Gigi. Hein, Gigi la poule, ouais c'est bon je suis dessus. Donc clairement on est loin de l'ambiance road trip que tu vois sur les stories Insta, etc. Ça va révéler plein de choses sur eux, il y a des histoires qui vont refaire surface, des secrets qui vont ressortir de l'ombre. Je vous passe un petit peu les détails parce que c'est bien sûr plus approfondi que ça, mais c'était vraiment très très addictif. Je me suis beaucoup attachée aux personnages qui sont tous à leur manière différents. C'est touchant, c'est drôle, ça aborde des sujets quand même assez importants et je pense que ça parlera autant à des gens qui ont fini leurs études depuis un moment, comme moi, on va pas se mentir, hein, je commence à être un peu vieille, mes études, ça remonte. Mais ça m'a quand même parlé parce que ça m'a rappelé justement tout ce que je pouvais ressentir à la fin de mes études. À la fois cette excitation de savoir que c'est bon, c'est fait, et en même temps un petit peu l'incertitude en mode oui, d'accord, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Quelle est cette vie d'adulte qui s'offre à moi? Les études c'est fini, est-ce qu'il faut que je travaille? Mais comment je vais faire? Enfin bref, vous avez compris. Et si vous êtes encore étudiant ou si vous n'êtes pas encore étudiant, hein, si vous êtes encore au collège, au lycée, je ne sais pas, je pense que ça va vous plaire parce qu'il y a ce côté amitié très très forte qui va triompher peut-être de tout, on ne sait pas, je laisse un peu de suspense quand même. Il y a ce côté tourné vers l'avenir, vers les projets, vers les rêves. C'est vraiment très très beau et je vous le conseille à 100%. J'aurai de toute façon l'occasion de vous en reparler plus près du moment de la sortie, pas de panique. Ensuite, on a fait une petite pause roman graphique avec le tant attendu Demon in the Wood, le secret du Darkling, qui est donc écrit par Leigh Bardugo, qui m'a été envoyé par les éditions Milan. C'est un roman graphique qui retrace l'histoire du Darkling. J'ai fait tomber les cartes postales. Je disais donc que c'est un roman graphique qui retrace l'histoire du Darkling, donc bien avant qu'il soit le personnage qu'on connaît dans Grisha. Les dessins sont assez jolis, mais surtout c'est très très intéressant d'en apprendre plus sur ce personnage qui est très énigmatique, fascinant, charismatique, très sexy, tout ce que vous voulez. Et de comprendre comment il en est arrivé là, de comprendre un peu mieux son pouvoir, son origine, etc. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. C'est assez lent, il se passe pas grand chose, hein. Je sais pas s'il y aura une suite, ce serait intéressant quand même de le suivre un petit peu plus sur le long terme. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Retour à la romance, j'ai dévoré ce recueil de nouvelles par Ali Hazelwood. Je vais pas me risquer à prononcer le nom parce que dans ma dernière vidéo je me suis ridiculisée. Je ne sais pas prononcer ce mot là en anglais, c'est pas très grave. On a tous nos lacunes. En tout cas, c'est un recueil de 3 nouvelles sur 3 amis un petit peu éparpillés aux États-Unis et sur leur romance. Donc on a du fake dating, on a du forced proximity, on a du enemies to lover. Enfin, on n'a pas de fake dating. Pourquoi j'ai dit fake dating? On n'a pas de fake dating les gars. Mais à la limite, c'est pas très très grave parce que les romances sont hyper cute, les personnages sont vraiment attachants. Les mecs écrits par Ali Hazelwood, ils sont là-haut quoi. Il y a aussi beaucoup de smut, mais c'était quand même très bien. Là, c'est le recueil en anglais, je ne sais pas si ça va être traduit, sachant que du coup, The Love Hypothesis a déjà été traduit et il est incroyable, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est la même autrice, donc c'est le même style. Si vous lisez un peu en anglais, franchement, foncez parce que ça reste de la romance, donc c'est pas très compliqué. Après, c'est vrai que Ali Hazelwood, elle est scientifique et du coup, ses romances se passent souvent dans le milieu un peu scientifique. Donc, il y a quelques termes un peu scientifiques, mais franchement, si moi j'ai compris, vous pouvez comprendre easy. Et comme c'est des nouvelles, en plus, ça se lit assez vite. Donc, franchement, je recommande. Nouvelle intermède illustrée. J'ai ensuite dévoré le 2e tome de Let's Play. C'est un webcomic que j'avais trop kiffé quand j'avais lu le 1er tome. Et là, j'ai vu que le tome 2 sortait, je me suis jetée dessus. On suit toujours Sam qui rêve de développer son propre jeu vidéo, elle qui est passionnée par ça depuis son enfance. On suit évidemment les problèmes qui vont se dresser sur sa route, notamment un streamer très influent, Marshall, qui se trouve être son nouveau voisin qui va descendre son jeu mais qui va essayer de l'aider par la suite. Elle a des problèmes de cœur parce qu'elle est très renfermée mais en même temps elle commence à percevoir un petit peu l'attraction chez les autres personnes. Enfin bref, c'est hyper cool. Je crois que j'ai encore plus aimé ce second tome parce que on approfondit plus les relations entre les personnages, on voit un petit peu plus vers où on va aller. Donc franchement, j'ai kiffé et j'ai déjà très hâte d'avoir la suite. Retour à la romance, oui j'ai lu beaucoup de romances quand même en février, mais en même temps c'était février, c'était le mois de l'amour, Bref, j'ai lu Palisade Park et j'ai beaucoup aimé aussi, donc je vous avais expliqué je crois le concept de ma dernière vidéo, mais
Je le redis quand même rapidos. En gros, on suit une résidence, une copropriété toute neuve, et on suit du coup les habitants qui s'y installent. Et en fait, là, dans ce premier tome, on suit 2 résidents de 2 appartements différents, et du coup, c'est leur histoire d'amour, mais pas que, parce qu'il y a aussi les histoires des uns et des autres, etc. Il y a un petit mystère, parce qu'il se passe des choses bizarres dans la résidence. Et outre le fait que la romance qu'on nous introduit dans ce premier tome était vraiment mignonne, ce que je trouve hyper intéressant, c'est par la suite de pouvoir suivre d'autres personnages de la résidence qu'on a déjà commencé à nous introduire là, et il y en a plein qui m'intéressent énormément parce que je pense que ça peut faire des romances incroyables. Donc outre le concept qui est vraiment cool, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de continuer à approfondir, alors l'univers pas dans le sens fantasy, mais dans le sens ce qui a été mis en place en fait pour qu'on soit dans l'ambiance, et voilà, je trouve ça cool de continuer à l'approfondir et à l'explorer avec d'autres tomes sans que ce soit forcément toujours sur le même personnage. Parce qu'en soi, les romances, une fois qu'ils se sont mis ensemble, bon bah voilà, tout est dit. Bref, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très rapidement, ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça fait du bien parce que c'est original, ça change et ça se lit tout seul quoi. Après ça, j'ai dévoré Le Collège Maléfique, le 4e tome de Cassandra O'Donnell. Alors je vais pas vous résumer ce tome là du coup forcément parce que ça vous spoilerait quand même pas mal de choses, mais c'est l'histoire d'Emma qui débarque un peu contrainte et forcée dans un collège, le collège maléfique, tout est dans le titre, où il y a plein de créatures surnaturelles, des gentilles comme des moins gentilles, des plus ou moins normales comme des très effrayantes. Et elle essaye de se faire sa place au milieu de tout ça, elle essaye de comprendre quels sont ses pouvoirs, elle essaye de se faire des alliés et elle se fait plutôt des ennemis. Et surtout à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe mal dans l'école, et c'est toujours en lien avec elle, Bichette. Donc elle a toujours une scolarité assez compliquée, mais ça fait des aventures assez sympas et surtout je trouve que l'univers est quand même très original, j'aime beaucoup comment il est exploité. Ça reste un roman jeunesse, donc il y a des côtés un peu dark mais qui sont quand même assez... je sais pas, rendu plus soft par le style d'écriture. C'est aussi assez court comme vous pouvez le voir, du coup oh la vache, ils sont trop bons. Pardon, je me reconcentre. Je disais c'est assez court, mais c'est néanmoins très addictif et très efficace, donc je pensais que c'était une trilogie à la base. Après, la fin du tome 3 m'avait fait comprendre que non, pas tout à fait. Et là, la fin du tome 4 me fait comprendre que non plus. Donc je ne sais pas combien de tomes l'autrice a prévu, mais j'ai hâte de continuer cette série aussi. Après, j'ai lu mon coup de cœur du mois, évidemment, cette beauté, cette merveille qui brille et qui a des dessins trop beaux sur les feuilles. J'ai appris récemment que ceci s'appelait un jaspage, je trouve ça de toute beauté. Alors qu'habituellement, je suis pas particulièrement fan des pages colorées comme ça, mais quand il y a un dessin dans ce style, oh là là, j'adore. J'achète direct. Et donc, La chasseuse et l'alchimiste, c'est l'histoire logiquement d'une chasseuse et d'un alchimiste dans une chasse. Voilà pour mon résumé. Je rigole, je vais vous détailler ça un peu plus. C'est un univers de fantasy que j'ai trouvé très très original et très bien construit, à tel point même que c'était un peu frustrant parce qu'en fait au début on nous montre une carte comme ça et tu te dis waouh, le monde il a été vraiment bien construit, c'est hyper original et tout, et en fait on se concentre que sur cette partie là. Donc tu sens que l'autrice elle a vraiment travaillé son truc, et je me demande si elle a pas envie de nous faire d'autres romans dans d'autres parties. Enfin, moi, j'aimerais trop en fait continuer dans cet univers et surtout retrouver les personnages que j'ai tant appréciés. En gros, on suit Margaret qui vit seule dans son manoir puisque sa mère est une alchimiste réputée qui part toujours en voyage aux 4 coins du monde. Sa mère, elle est un petit peu spéciale quand même, elle n'est pas très présente pour sa fille, elle n'est pas très affectueuse. Et Margaret, elle espère qu'un jour elle va rentrer à la maison et que tout redeviendra comme avant. Et le jour en fait où il y a une chasse extraordinaire qui est annoncée, puisqu'il y a une créature surnaturelle qui a fait son apparition, ça annonce le début d'une chasse de ouf, et elle se dit que si elle participe à la chasse, si elle arrive à remporter le gros lot, donc la créature surnaturelle, et ça attirera l'attention de sa mère qui rentrerait à la maison, et on sera reparti sur Happy Family dans le manoir, mère-fille, les petites soirées au coin du feu, etc. etc. Donc elle décide de s'inscrire, sauf que pour ça elle a besoin d'un alchimiste, puisque ça marche comme ça, il faut toujours un chasseur, un alchimiste, vu que c'est une créature surnaturelle. Et elle sait pas trop comment elle va se retrouver à faire équipe avec Wes, qui lui est un alchimiste un peu raté puisqu'il a jamais réussi à terminer sa formation, et il espère justement que la mère de Maggie pourra le former. Je vous passe les détails, je le résume pas très bien, mais en gros ils vont faire alliance et c'est incroyable. Le début est un peu lent. Rétrospectivement, il se passe pas grand chose, dans le sens où moi quand j'ai lu le résumé je me suis dit waouh, ça parle d'une chasse, donc ça va courir dans les bois de tous les côtés, ça va passer non-stop à se tirer dessus, etc., etc., un peu à la Hunger Games. Pas du tout, pas du tout. En fait, la chasse, elle représente une partie infime de l'intrigue. C'est plutôt la préparation et surtout, c'est plutôt le développement de la relation des personnages. Mais c'est tellement bien fait, il y a une telle ambiance qui est créée que c'est incroyablement addictif. En plus, les personnages, il y a une romance avec un slow burn comme ça. Vraiment, j'ai kiffé. Gros coup de cœur. Je vous le recommande à 2 milliards de %, rien que ça. Après ça, j'ai lu le dernier Karen McManus qui m'a été envoyé par les éditions Nathan. Il s'appelle Virée Mortelle et on est totalement dans la même vibe que ses autres romans.
C'est du thriller adolescent mais qui est très bien fait. J'ai trouvé le début de celui-ci un petit peu plus lent, mais néanmoins très addictif puisque je l'ai dévoré. C'est l'histoire de Cal, Ivy et Matteo qui étaient très proches il y a quelques années. Ils se sont un peu perdus de vue et on apprend au fil des pages pourquoi. Mais un matin, ils se retrouvent tous les trois devant le lycée et ils se disent vous savez quoi, venez, en souvenir du bon vieux temps, on sèche ce matin, on va faire une petite virée à droite à gauche, on va boire un café, etc. Donc ils y vont et en fait ils se retrouvent totalement par hasard sur les lieux d'un crime, d'un meurtre, de l'assassinat d'un de leurs camarades de lycée. Forcément, à partir de là, tout part en cacahuète. Il y en a qui sont accusés, il y en a qui se disent oh là là, mais est-ce que lui, il a pas fait un truc en même temps? C'est lui qui a dit qu'on devait aller là. Enfin bref, vous connaissez les soupçons, les secrets, les mensonges, les trahisons. Toute la smala est présente dans ce roman. Ça m'a un petit peu moins retourné le cerveau que Qui ment et qui meurt, mais c'était néanmoins très addictif et il y a toujours ce style d'écriture qui est très efficace et surtout ces personnages que je trouve vraiment attachants. Donc ça aide à rentrer dans l'histoire parce que quand tu t'attaches aux personnages, t'as vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver, t'as vraiment envie de savoir qui a tué, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont mourir. Donc vraiment, très bonne lecture. Moi qui ne lis pas beaucoup de thrillers adolescents, les romans de Karen McManus, c'est des valeurs sûres parce que je sais que c'est assez addictif pour que je sois accro. C'est assez sombre pour qu'il y ait quand même ce petit frisson du thriller, mais c'est pas non plus trop sombre pour que je flippe pas toute la nuit. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment le parfait compromis. Après ça, j'ai lu un roman graphique dont j'avais plutôt hâte de vous parler, mais en fait, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur sa sortie. Donc je pense que la maison d'édition ne l'a pas encore annoncé, puisque moi, j'ai eu un service de presse au travail par une représentante. Je pense que c'est encore un peu confidentiel et je veux pas plomber le truc, tu vois, je veux pas plomber l'annonce. Donc je ne vous en parle pas, mais sachez juste que je vous en reparlerai au moment de l'annonce et de la sortie parce que c'est un roman graphique plutôt cool qui parle des troubles alimentaires et de relations toxiques. Il est sorti en anglais, hein, bien sûr, et il était vraiment cool. Enfin cool, du coup, c'est pas tout à fait le terme parce qu'il est très touchant, assez difficile sur certains points, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je sais pas pourquoi j'en parle parce qu'en fait, si vous avez ni le titre, ni l'auteur, ni rien du tout, ça vous aide pas en fait. Et en même temps, j'ai l'impression que je fais un mystère de ouf alors qu'il suffit d'aller sur ma page Goodreads pour voir de quel roman graphique il s'agit. Bref, enchaînons. J'ai lu Mes Objectifs Gays de Jason June. J'avais déjà lu un roman de cet auteur cet été qui s'appelait Out of the Blue, qui n'a pas encore été traduit. C'était une romance MM avec une sirène. C'était trop bien. Et là, on est aussi sur une romance MM, puisque c'est l'histoire de Jay qui déménage d'une petite ville du fin fond des États-Unis où il n'y avait aucune autre personne queer à part lui, qui se sentait vraiment à part et il a eu l'impression d'avoir loupé plein de trucs dans son adolescence. Sauf que là, sa famille déménage et ils arrivent à Seattle où il découvre tout un univers qui s'offre à lui. Il fait plein de rencontres, il se fait des amis, il flirte, il a des premières fois et vraiment, il est ravi jusqu'à ce que tout parte en cacahuète et qu'il se rende compte qu'il a fait quelques erreurs en chemin. J'ai trouvé le roman vraiment chouette, c'est hyper feel good. Alors bien sûr, il y a les petits dramas à la fin, mais ça reste quand même assez soft et surtout, c'est de la représentation mais sans prise de tête. Il n'y a pas de drama parce qu'un des personnages est gay ou non-binaire ou quoi que ce soit. C'est juste, ça nous montre des personnages différents de ce qu'on a l'habitude de voir et franchement, ça fait du bien. La romance est très chou, vraiment très chou. Les personnages sont attachants, ils sont intéressants. Il y a juste le titre, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce titre parce que pour moi, il n'est pas hyper vendeur. Parce qu'il fait très cliché en fait alors que le roman est loin d'être cliché. Le titre en anglais c'est Jay Gay's Agenda et alors effectivement il y a vraiment une histoire de to-do list donc on peut vraiment parler d'objectifs mais enfin je sais pas, après je suis pas la mieux placée pour en parler mais je suis pas fan du titre. Par contre la couverture est trop jolie. Et du coup si celui-ci a bien fonctionné j'espère qu'on aura la traduction de Out of the Blue du même auteur parce qu'il y avait ce côté fantasy avec la sirène, enfin le sirène qui était vraiment trop bien. Les 3 autres livres que j'ai lus ce mois-ci, que je vous explique un petit peu mon délire, c'est des livres que je suis censée recevoir en service de presse de la part de Rajo. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, si peut-être les livres sont arrivés repartis parce que la poste a fait n'importe quoi, ou s'il y a du retard dans les envois, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai toujours pas reçus alors que c'est des livres qui sont sortis entre mi-février et fin février. Ce qui en soi n'est pas catastrophique du tout parce que j'aurais très bien pu attendre. Sauf que je suis tellement impatiente et surtout dans ces 3 livres, il y en avait 2 que j'attendais mais avec tellement d'impatience que j'ai pas pu attendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien tous les midis au travail, à partir du moment où les livres sont sortis, je les prenais et j'allais lire en salle de pause. Donc en fait les livres je les ai lus sur mon temps de pause au travail. Ça a un petit peu coupé ma lecture mais ça n'a pas empêché que ce soit de très bonnes lectures justement. Donc le premier s'appelle Nous les surhumains. J'ai craqué dessus parce que déjà la couverture je la trouve hyper efficace. Je ne sais pas pourquoi parce que bon elle est pas non plus mais elle m'a attirée. Et surtout parce que surhumain pour moi ça veut dire un petit peu super-héros et vous-même vous savez mon amour pour Marvel me fait rechercher tous les trucs en lien avec des super-héros. Et franchement on était bien dans cette ambiance puisque c'est l'histoire, je ne me souviens plus de son prénom, voilà, c'est une jeune fille, je me souviens plus de son prénom, Alice,
je ne sais plus, voilà, Alice, je crois qu'elle s'appelle Alice. En tout cas, Alice, elle se réveille un matin, elle sait pas où elle est, dans un endroit un petit peu étrange, il y a un cadavre à côté d'elle, elle se dit what the fuck. En plus, il y a un BG qui arrive pour la sauver, enfin bref, il se passe des trucs très étranges, elle découvre que ce BG en question a des pouvoirs, elle aussi a des pouvoirs, elle se retrouve embarquée dans un truc qui la dépasse totalement. Elle va essayer de comprendre comment elle en est arrivée là, quels sont ses pouvoirs, qu'est-ce qu'elle peut faire. C'est vraiment efficace et surtout ce que j'ai aimé, c'est le style d'écriture de l'auteur puisque c'est bourré d'humour. Il y avait énormément d'esprit et franchement ça m'a happé du début à la fin. Après voilà, avec le recul c'est pas la lecture de l'année mais franchement c'était efficace et surtout très très original donc j'ai beaucoup aimé. Le deuxième livre que j'ai lu au travail et que j'attendais avec beaucoup trop d'impatience pour attendre l'arrivée de mon SP, et si d'ailleurs je dois ne pas recevoir le SP pour une raison ou pour une autre, c'est sûr que j'achèterai ce roman, c'est le 3e tome des aventures d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire de Maëlle Desarts. J'avais déjà tellement aimé les 2 premiers tomes, mais je crois que le 3e c'est mon préféré. C'est l'histoire d'Esther qui du coup vivait une vie plutôt normale jusqu'au moment où elle a été embarquée un petit peu de force dans des enquêtes surnaturelles. Et du coup ce 3e tome est le dénouement de toutes ces aventures. Il est incroyable. Alors je vous ai déjà parlé de mon amour pour cette autrice, elle a un style d'écriture incroyable, c'est bourré d'humour. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements, il y a la romance comme ça là. Vraiment, c'est un final en apothéose, j'ai adoré. Et j'avais pas forcément besoin de confirmation, mais ça me confirme quand même que je suis fan de cette autrice et que je vais continuer à lire tous ses autres romans. J'ai l'impression qu'on parle pas trop de cette saga sur les réseaux sociaux, mais c'est de la fantaisie à la française, mais extrêmement efficace. C'est original, c'est drôle, c'est bourré d'action, les personnages sont vraiment cool. Donc franchement, foncez. Et évidemment, le 3e livre que j'attendais avec impatience, Shirajo, vous savez très bien ce que c'est le 2e tome de Fable que j'ai lui aussi dévoré. On était resté sur un petit cliffhanger quand même à la fin du tome 1 et du coup c'est trop un plaisir de retrouver Fable, de retrouver l'univers dans lequel on évolue. J'ai trouvé ce 2e tome assez lent, comme le premier, il se passait quand même pas grand chose, enfin c'est pas qu'il se passe pas grand chose, c'est juste qu'en fait comme c'est l'histoire d'une jeune fille qui est plongeuse et il y a cette histoire de cristaux et de métaux précieux, enfin c'est pas des métaux, c'est des pierres précieuses qu'on cherche au fond de l'océan, etc. Il y a tous ces moments où elle plonge et où on explore cette partie de l'intrigue. Ça crée une ambiance vraiment spéciale pour le roman et ça c'est top, mais c'est vrai que du coup il y a des moments où tu dis oui elle plonge, oui c'est bon, il y a les vagues, ok elle tape pour... voilà, bref, j'exagère un petit peu mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit bon allez on accélère. Il n'empêche que l'ambiance elle est comme ça, les personnages ils sont comme ça, les relations entre Fable et Sainte, je sais pas comment on dit, et entre Fable et West, mais pépite, franchement j'ai adoré. Et d'ailleurs j'ai vu qu'en anglais il y avait un livre qui sortait sur le père de Fable justement. J'espère qu'il sera traduit, s'il n'est pas traduit je le lirai en anglais parce que je pense que ça peut être très intéressant. Contrairement à ce qu'on lit parfois et à ce qu'on peut imaginer, Fable c'est pas forcément un roman de piraterie, c'est plus vraiment pour l'ambiance maritime. C'est une histoire, alors il y a quand même des pirates à droite à gauche, par-ci par-là, des contrebandiers, des gens qui font des choses pas très nettes. Mais c'est surtout une histoire de navigation, c'est une histoire vraiment maritime au sens large du terme et c'est vraiment très efficace. Et l'intrigue est vraiment très intelligente parce qu'il y a machin qui trahit bidule, qui trahit bidule. Enfin vous voyez, c'est vraiment des plans de génie. Et voilà, j'ai vraiment adoré le roman, la duologie est très efficace, vraiment addictive, je vous la recommande même si je sais que vous êtes déjà très nombreux à l'avoir lu. En plus les couvertures, quand tu colles le 1 et le 2, c'est de toute beauté. Voilà, c'est un détail superficiel mais je le précise quand même. Et du coup, ma dernière lecture de février, qui est donc ma lecture en cours, il s'agit de Terre brisée. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai lu 80 pages, je pense que d'ici la fin du mois, j'en aurai lu peut-être une centaine de plus. J'aime beaucoup, après c'est vrai que le début est extrêmement lent, le style est assez compliqué et l'univers est très dense. Puisque grosso modo dans le prologue, on nous parle de plein de personnages qui viennent de différents endroits du monde. Et moi j'étais en mode ok, alors est-ce qu'il faut vraiment que je visualise tout ça parce que la carte elle est comme ça. Et en fait, on nous parle de villes. Et moi, j'étais là, oh voilà, attendez, hop. Donc, comme ça, tu sais, vraiment, on aurait dit une vieille. J'avais mes lunettes sur le bout du nez, j'étais comme ça en mode. Alors, Jorn, Irla, non, c'est pas ça. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Le prologue, ça a été une petite épreuve. Après, le fait que je l'ai lu à 1h du matin, peut-être à jouer dans mon niveau de compréhension. En tout cas, ça y est, là j'ai démarré, j'en suis à la page 80 et ça commence vraiment à prendre forme et je pense que je vais beaucoup aimer parce qu'il y a un petit peu tout ce qui me plaît en général dans les romans. Je suis pas encore assez loin dans l'intrigue pour vous faire un résumé à la Marie puisque pour le moment on a juste une histoire de personnage rebelle qui a volé une épée et cette épée a ensuite été récupérée par un autre personnage qui je pense va essayer de la protéger en s'associant avec d'autres personnages encore. T'as suivi jusque là ?
Je vous l'avais dit, hein, je n'ai pas encore assez lu pour faire un résumé de qualité. Mais moi, c'est ça qui m'avait surtout attiré en fait à l'origine. C'est une association entre plein de personnages qui n'ont a priori rien à faire les uns avec les autres. C'est marqué un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de venger une promesse non tenue, un assassin. C'est vrai que c'est compliqué, j'avais oublié qu'il y avait le reflet là qui donne l'impression que c'est flou. Excusez-moi. Un assassin exilé et sanguinaire, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Enfin, ensemble, ils vont devoir affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Ah ouais, c'est pas un royaume, c'est tous les royaumes carrément. Gros enjeu du coup. J'aime beaucoup la couverture. J'avais beaucoup aimé Red Queen de la même autrice, même si j'ai jamais lu le tome 2. Donc je suis quand même curieuse de continuer ma lecture. Comme je vous disais là, au bout de 80 pages, je commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet et ça commence à beaucoup me plaire, donc hâte de poursuivre ça. Et je vous en reparlerai de toute manière dans mon bilan du coup de mars, puisque je le finirai en mars. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture, enfin c'est tout. C'est déjà pas mal quand même, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais vu la sécheresse de ma gorge, je pense que ça fait un petit moment. Je devrais penser à faire des pauses hydratation quand même. Un jour vous allez me voir m'étouffer en direct. Bah non, j'aurais quand même la décence de couper ça au montage, donc vous saurez pas, mais je me serais étouffée en faisant une vidéo. Qu'est-ce que tu racontes Marie? Il est temps d'arrêter de filmer puisque tu dis n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en février, quelles ont été vos meilleures lectures et vos pires lectures. Moi j'ai eu quand même dans l'ensemble que des bonnes lectures, donc je suis contente. Et en même temps j'ai pas pris beaucoup de risques parce que je suis restée dans ma petite zone de confort avec mes romances et mes romans de fantasy. Et surtout avec des auteurs dont je savais que j'allais aimer les livres. En tout cas dites-moi quel est votre bilan. Comme d'habitude un petit commentaire, même si c'est pour me dire n'importe quoi, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, d'activer les notifications et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du blabla habituel de YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Petite info par contre, je pense que ça va rien changer à vos vies mais je le dis quand même, il n'y aura pas de vidéo les 2 prochaines semaines puisque je suis en vacances. J'ai des larmes de soulagement, rien qu'à le dire, tu vois. Tellement j'ai hâte d'être en vacances et du coup j'ai décidé quand même... À la base je voulais tourner des vidéos en avance mais je vais pas y arriver et surtout j'ai décidé que ça me ferait du bien de prendre vraiment 2 semaines de vacances. Je serai toujours un peu active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais je ne vais pas planifier de vidéos YouTube pour les 2 prochaines semaines. Vous aurez le temps du coup de regarder mes vidéos d'avance si le cœur vous en dit. Je reviendrai en force du coup fin mars je crois. D'autant plus que fin mars, le 30 en particulier, il y a mon 3e roman qui sort en librairie, donc préparez-vous les gars, il est possible que je vous tienne la jambe un moment avec ce 3e livre. Mais voilà, tout ça pour dire pas de vidéo les prochaines semaines, je reviendrai fin mars, en force, remotivée, reboostée, enfin en tout cas j'espère. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous voulez profiter de ce petit hiatus, c'est comme ça qu'on dit, de cette petite pause on va dire, pour réfléchir à ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire avec des idées de vidéos qui vous feraient plaisir. Et j'essaierai de voir si c'est réalisable, si ce serait cool à faire, enfin bref, je brainstormerai un petit peu de mois à mois quoi. Bref, cette conclusion commence à être très longue, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!